Oui, bonjour à vous. Bonjour, Bonjour. désolé de ne pas avoir pu assister au test, mais je sais que Marie gérait, donc voilà. Bon, mais non, mais tout va bien. En fait, le webinaire est officiellement déjà démarré. Et donc, voilà, je crois qu'il y a Monsieur Thomas Guiraud qui est avec nous déjà. Et Bonjour. voilà, bonjour à vous. Comme ça, on est entre nous. Et du coup, j'en profite, Adrienne, tu es connecté, tu nous entends correctement? Voilà. Alors, je crois par défaut, les micros sont ouverts. Donc, je pense que Thomas Guiraud, Gauthier Ruot, vous pouvez nous entendre, enfin, je l'espère, et vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Autoriser les micros, comme ça doit pouvoir fonctionner. On peut entendre, mais pas intervenir, d'accord. Ah, pardon, bonjour, si c'est bon maintenant. Voilà. Donc, on est dans une configuration Bonjour. de toute façon limitée, donc on pourra donner la parole à ceux qui le souhaitent après l'intervention. On se donne quelques secondes pour démarrer. On attend encore un petit peu de monde. D'ores et déjà en duplex avec Bruxelles. Et ça, c'est formidable. Il n'y a encore pas si longtemps, c'était des choses qui étaient techniquement très compliquées à faire. Ou avec des logiciels beaucoup plus compliqués aussi que Teams à gérer. Ça. Voilà, mais écoutez, je vous propose de démarrer pour cette nouvelle édition de webinaire l'Europe in a nutshell, Good Tips Europe. En fait, on a trouvé plusieurs noms. Euh, L'idée de ces webinaires qui est organisée avec ma collègue Adrienne, on va se présenter dans un instant, c'est de donner des grands repères sur l'Europe. Donc on est enfin Valorial et Avis Ouest, on est très impliqués sur l'Europe avec des équipes dédiées. Et ce qu'on a à cœur, c'est vraiment de pouvoir donner des informations, des repères sur comment ça se passe à l'Europe. C'est quand même un peu compliqué, même pour nous. Et donc, on s'appuie beaucoup sur les bureaux des régions à Bruxelles pour travailler. Donc, on voulait vous apporter ces informations, des éléments de repère, des éléments de compréhension pour mieux profiter des opportunités qui se passent au niveau européen. Alors, du coup, je me présente. Moi, je suis Nicolas Nguyente, je suis directeur Europe chez Agri Sud-Ouest Innovation, donc le pôle de compétitivité du sud-ouest de la France. Et j'ai avec moi Adrienne. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Oui. Donc moi, je suis Adrienne Gentil, je suis responsable Europe et international au sein du cluster Valorial. Et en fait, on se présente volontiers à deux pôles, donc avec une idée d'un concept de cluster augmenté, avec les deux pôles réunis. Alors, il y a un petit peu de bruit derrière. Euh, Les deux pôles réunis voilà, représentent plus de 800 adhérents.
On a une emprise sur 5 régions différentes françaises. Je dirais pas la moitié de la France, mais quand même une bonne partie de la France. Ce qui nous permet de voilà, nous afficher au niveau européen comme voilà, le premier, un premier pool, en tout cas, d'innovation sur la partie agri-agro. Et on est capable, grâce notamment au bureau des régions à Bruxelles, d'intervenir à la Commission européenne, comme vous voyez sur cette image, pour se faire le porte-parole de ce qu'on voit dans les territoires. Donc je parle beaucoup des bureaux des régions à Bruxelles. Effectivement, ce sont des acteurs, à mon sens, vraiment importants et incontournables quand on veut travailler à l'Europe. Pour la partie Occitanie, eh bien, il y a une entité qui s'appelle Occitanie Europe et qui réunit notamment enfin, nos interlocuteurs Honorine Schwartz et Marie Vaugeois. Donc Marie Vaugeois sera notre speaker aujourd'hui pour la partie parler d'innovation, pardon. Et puis côté Nouvelle-Aquitaine, nous avons Nolwenn Le Tallec et puis Antoine Vidot. Et Antoine Vidot est l'homologue de Marie sur la partie recherche-innovation. Donc on aura ces deux intervenants. Et puis si on étend effectivement le périmètre, eh bien côté Valorial, dans le nord-ouest de la France. Oui, donc du côté Bretagne, Pays de Loire et Normandie, on a aussi des bureaux à Bruxelles, donc avec Roselle Maréchal, Agnès Farieux et Zoé Baudin. Alors je vous laisserai la parole, Marie et Antoine, mais c'est vrai que vous êtes moi, j'invite volontiers les personnes qui s'intéressent à l'Europe à prendre contact avec vous parce que vous êtes finalement vous êtes basé à Bruxelles, vous avez des antennes allumées effectivement partout et vous êtes capable de vous déporter, de récupérer de l'information et d'y voir un petit peu clair dans ce qui paraît en tout cas assez complexe hein, vu de loin. Donc vous êtes des interlocuteurs précieux voilà, pour comprendre ce qui se passe et également faire passer des messages, être capable de récupérer de l'information au niveau bruxellois. Voilà, donc je vais vous laisser la parole pour le coup, Antoine et Marie, et puis ben voilà. En tout cas pour les participants, n'hésitez pas. Alors, donc enfin, vous pouvez intervenir directement. Je pense que tous les micros sont ouverts. En tout cas, on laissera, comme on est en petite configuration, donc on laissera la possibilité d'intervenir directement. Ce sera plus vivant. En tout cas, essayez de garder vos questions. Enfin, vous pouvez intervenir dans le fil du chat et puis garder des questions aussi pour la fin. On se garde, enfin, on a en tête environ 30 minutes de présentation, 30-40 minutes de présentation. Et puis, bien sûr, de l'espace derrière pour discuter et ouvrir un débat et répondre à vos questions que vous pourrez avoir. Voilà. Du coup, j'arrête le partage et c'est à vous, Marie et Antoine. Merci Nicolas et Adrienne pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va pas revenir hein, sur nos rôles, je crois que Nicolas l'a mentionné dans les grandes lignes. Mais en tout cas pour vous dire qu'on est à la disposition des acteurs de nos régions respectives pour vous accompagner dans nos démarches européennes. C'est une approche qui est très complémentaire de l'accompagnement que vous pouvez recevoir de vos pôles. Donc c'est pas un échange supplémentaire, c'est pas un accompagnement supplémentaire. On travaille en collaboration, on a des échanges réguliers avec vos référents Europe des pôles. Donc voilà, ça peut être juste une valeur ajoutée depuis Bruxelles, d'où nous sommes basés. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'était de vous balayer un peu les différents outils que la Commission européenne a mis en place pour soutenir la recherche et l'innovation. Ça passe notamment par différents programmes de financement qu'on va balayer aujourd'hui. Alors, on ne va pas rentrer dans un détail très approfondi pour chacun d'entre eux, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, l'idée, c'est plutôt de vous montrer le panorama de ce qui existe, de vous montrer les spécificités de ces différents programmes. Et puis, c'est évidemment des choses qu'on peut approfondir avec vous à l'avenir, si ça vous intéresse, sur l'un ou l'autre de ces guichets. Donc, on va vous présenter rapidement le contexte hein, de cette présentation et de ce panorama des différents programmes qui existent. Enchaîner ensuite un focus sur le principal d'entre eux, le programme Horizon Europe pour le soutien à la recherche et à l'innovation. Et on va le voir, à l'intérieur d'Horizon Europe, il y a différents types d'outils qui peuvent être intéressants pour vous. Et donc, on va vous présenter ces différents outils à l'intérieur du programme Horizon Europe. Et dans une troisième et dernière partie, on vous parlera des autres programmes qui existent sur des thématiques qui peuvent vous intéresser. Donc,
Pour le contexte, on voulait faire un petit point technique pour commencer, mais vous montrer les deux grandes catégories de fonds qui existent au niveau européen. Un premier bloc de fonds que vous connaissez peut-être, qui sont ce qu'on appelle les fonds structurels ou les fonds en gestion partagée, avec des acronymes peut-être un peu barbares, mais que vous voyez dans la case de gauche. Ces fonds-là sont des fonds qui émanent du budget européen, mais qui sont gérés directement par les régions. Donc, ce sont des collègues à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, Poitiers, Limoges ou à Nantes, Rennes ou Rouen qui les gèrent. Donc, ça, c'est peut-être vos interlocuteurs principaux. C'est des fonds qui vont financer des projets vraiment sur les territoires. Et donc, on ne va pas du tout parler de ce volet-là aujourd'hui parce que voilà, il y a moins de liens avec la bulle bruxelloise. On va plutôt se concentrer sur ce qu'on appelle les fonds sectoriels. Donc, c'est les fonds qui sont mis en œuvre directement par la Commission via certains principes, certains appels à projets. On va le voir tout à l'heure. Ces fonds sectoriels, ça représente une quarantaine de programmes. Le plus connu d'entre eux, c'est peut-être Erasmus, en tout cas c'est le plus populaire. Mais il y a aussi deux programmes un peu plus spécifiques, comme Horizon Europe, comme je le mentionnais, pour la recherche et l'innovation. Il y a le programme LIFE sur l'environnement. Voilà. Donc vous avez les bulles qui vous permettent de voir les masses budgétaires et vous voyez que c'est pas forcément, enfin, c'est des montants qui peuvent sembler importants, mais finalement, quand on les divise par 27 États membres sur des périodes de 7 ans, c'est pas si énorme que ça non plus. Les grands principes de ces programmes sectoriels, gérés directement par la Commission européenne, c'est qu'ils sont planifiés sur des périodes de plusieurs années. Donc actuellement, le budget de l'Union européenne est adopté pour la période 21-27. Donc on est en train enfin, les programmes sont mis en œuvre pour cette période-là. Il y a aussi des réflexions pour la suite, on va le voir tout à l'heure. De manière assez classique, ces programmes sont mis en œuvre via des appels à propositions qui sont publiés régulièrement par la Commission européenne, qui rappellent les objectifs de ces programmes, les critères d'éligibilité pour les appels, les types d'acteurs qui peuvent y répondre, le type d'actions financées, la durée, les montants budgétaires, etc. Donc ça, c'est évidemment des informations cruciales à prendre en compte au moment de postuler. La sélection de ces projets sont de la responsabilité de la Commission. Alors souvent, elle délègue à des experts qu'elle a mandatés pour faire l'évaluation de ces projets. Et les délais peuvent être du coup assez longs parce que ça reste quand même une grosse machine. Il faut une coordination avec 27 États membres, avec la Commission européenne. À l'intérieur de la Commission, il faut une coordination entre les différents services. Donc voilà, c'est des délais assez longs. Une fois que l'appel est ouvert, c'est à peu près 3 mois de délai pour y répondre. C'est très très court, notamment quand vous travaillez avec d'autres partenaires, d'autres pays européens. Donc l'idée, et c'est aussi ça qu'on essaie d'accompagner, c'est de se positionner le plus en amont possible de ces appels. Et on a aussi des informations en amont de la publication officielle des appels, des informations qui circulent, qu'on fait circuler aussi avec vos référents Europe dans les pôles. Donc, pour vous, adhérents, n'hésitez pas à faire connaître votre envie de vous positionner sur des appels à projets européens. Et on peut essayer de vous accompagner avant même que l'appel soit public, enfin, soit officiellement ouvert en tout cas. En termes de grands principes également, la plupart de ces appels viennent pour la plupart du temps en cofinancement. En tout cas, pour les entreprises, des taux de cofinancement sont fixés dans l'appel à projet. Pour Horizon Europe, ces taux de cofinancement sont quand même assez avantageux puisqu'ils sont situés entre 70 et 100% du projet. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 100%. Un autre principe quand même fondamental de ce type de projet, c'est qu'il doit avoir une dimension transnationale ou en tout cas une valeur ajoutée pour l'Union européenne. C'est pour ça qu'ils pourraient être financés par la Commission. Et cette dimension de valeur ajoutée, elle se traduit souvent par une dimension transnationale dans un consortium. Donc l'idée, c'est de répondre à ces appels à projets en partenariat avec d'autres acteurs, d'autres pays européens. Et ensuite, de manière assez classique dans les appels à projets, il faut évidemment montrer le programme de travail qu'on met en place
il faut le vendre auprès des experts évaluateurs pour que le projet puisse recevoir une bonne note et donc être sélectionné. Voilà pour cette première partie. Je laisse la parole à Marie pour un petit focus du coup sur le programme Horizon Europe. Alors, on vous l'a dit, donc cette deuxième partie de présentation, on la consacre au programme Horizon Europe qui, parmi les programmes sectoriels, dispose du budget le plus important. Un rapide rappel pour pouvoir mieux se situer par la suite de la structure de ce programme-là. Donc, on a aujourd'hui 3 piliers principaux et un pilier dit couché, donc qui s'intéresse à l'espace européen de la recherche. Et donc, vous voyez ici donc, ces 3 piliers principaux. Le premier consacré à la science d'excellence. Donc, ici, on va retrouver en fait le financement de la recherche fondamentale. Le pilier 2 consacré donc, au pôle thématique ou appelé cluster par la Commission européenne, aux missions et au financement du centre commun de recherche. Et puis le troisième pilier consacré donc, à une Europe plus innovante, donc qui se veut être le pendant en termes d'innovation de rupture du Conseil européen de la recherche. Et dans ce pilier-là, on trouve à la fois les financements EIC qui s'intéressent aux entreprises, mais aussi en partie aux académiques, et puis le financement des écosystèmes européens d'innovation. Donc on va rentrer dans le détail un peu plus tard de ces différents points. Rapidement, vous dire quel était la structure, enfin le contexte général qui a été donné au programme Horizon Europe lors de son lancement en 2021. Donc, il faut savoir qu'il y a à minima 35% des projets qui doivent être en lien avec les questions de changement climatique. Donc ça, c'est pour le volume budgétaire global du programme. On est dans un environnement de sciences ouvertes, c'est-à-dire que les données doivent être accessibles et les résultats aussi qui sont produits dans le cadre des projets qui sont financés. Une des nouveautés aussi du programme, c'était la mise en place de missions. Donc, on reviendra par la suite sur les missions qui peuvent vous intéresser en termes de thématiques plus particulièrement. Et puis, la mise en place aussi du Conseil européen d'innovation avec le dispositif, notamment ici Accelerator, qui vient en financement des innovations de rupture. Quelques règles dont Antoine a déjà parlé, mais vous les précisez sur Horizon Europe. Donc, toute entité est éligible et il faut de manière générale trois partenaires pour former un projet. Donc, ce n'est pas le cas dans certaines parties du programme, mais qui sont vraiment à la marge, donc que sont le RC et l'EIC, par exemple. Ou encore les appels d'actions de coordination et de soutien où il peut y avoir un seul bénéficiaire. En termes de financement, on est donc dans Horizon Europe entre 60 et 100% des coûts éligibles, avec une petite particularité pour certains appels, notamment pour ce qui est marché public innovant. Voilà, et pour l'évaluation des projets, elle se fait autour des 3 critères principaux que sont l'excellence, l'impact et la mise en œuvre. On a voulu insérer dans la présentation, juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc ici, ce que vous voyez sur la gauche, c'est un extrait du portail Funding and Tender où on peut retrouver l'ensemble des appels qui sont publiés par la Commission européenne. Et donc, on peut sélectionner le programme qui nous intéresse. Et ici, ce que vous voyez sur la droite, c'est un extrait du programme de travail du cluster 6 avec les appels de l'année passée. Donc, on retrouve en fait l'ensemble de ces appels directement sur le portail. Et quel est le contenu d'un appel? Donc, ça, c'est de manière assez rapide. On retrouve à chaque fois le nombre de projets qui seront financés et de la description en fait de ce que la Commission attend dans chaque appel.
Marie, ça c'est ce qu'on appelle un topic, hein, c'est ça? Exactement. Appel, effectivement, dans le jargon, on appelle ça des topics. Et donc, vous pouvez retrouver ici voilà, à quoi ça ressemble un appel sur le portail. Donc, on retrouvera le titre du topic, son numéro, pardon. Alors, je ne sais pas revenir en arrière. Hop là. Et puis, la date d'ouverture, la date de clôture, et la description du topic avec tous les documents qui peuvent servir à la compréhension et à la réponse aussi de l'appel. Je ne sais pas si tu as l'intention d'en parler, mais en termes de timing, aujourd'hui, donc sur 2025, les fameux topics qui vont sortir, enfin, ils ne sont pas encore sortis, mais ils sortiront d'ici peut-être 2 ou 3 mois, un peu avant l'été, hein, c'est ça? Oui, alors on parle un peu plus tard du calendrier, mais effectivement, sur les appels de 2025, on s'attend à une publication des programmes de travail fin avril avec une ouverture dans la foulée et une clôture pour les premiers appels en septembre. Ce calendrier-là, il est plutôt anormal en fait, parce qu'en général, les programmes sont publiés fin décembre et les appels sont publiés un peu plus tôt dans l'année. Là, on a un petit décalage lié à l'installation de la nouvelle Commission européenne. Mais Oui, comme on on le dit tout à reparlera l'heure, des. pardon. Vas-y, Nicolas. Oui, non, dans la foulée de l'ouverture, donc il y a des drafts qui sont diffusés, alors qui sont diffusés dans les réseaux principe, voilà, les drafts sont communiqués à des personnes particulières. On ne peut pas diffuser ça de façon large. Non. Néanmoins, ces drafts existent et possiblement, mais là je pars sous votre contrôle, on peut potentiellement regarder ce qu'il y a dedans dans ces drafts sans en publier le contenu intégral, mais on peut déjà commencer à faire des recherches dessus par mots-clés, éventuellement voir s'il y a des topics qui correspondent aux besoins des entreprises, hein. Enfin, tu me confirmes Oui, oui, bah, c'est Tout ça. à fait. C'est le grand jeu bruxellois, c'est d'essayer de dégoter les drafts. Et voilà, comme vous le disiez, les délais sont assez courts pour candidater. Et donc là, il va être officiellement publié fin avril. Mais dès maintenant, il y a possibilité quand même de commencer une réflexion autour d'un montage de consortium sur la base des drafts qui sont quasi finalisés. Donc n'hésitez pas à faire connaître vos besoins ou vos idées et effectivement, on peut les regarder. Oui, oui. est-ce qu'on peut dire qu'un draft, quelque part, c'est alors la version la plus initiale, je dirais, c'est presque un an à l'avance qu'on commence à voir les premières ébauches et ça s'affine tous les 3 mois à peu près au fur et à mesure. C'est Ouais, juste pour donner peut-être c'est ça, un oui. pas de temps pour dire qu'il y a 6 mois à peu près. Alors évidemment, sans avoir la certitude du contenu définitif du topic, on avait quand même une idée assez globale de ce qui allait pouvoir ressortir dans quelques Complètement. jours maintenant. En gros, un draft, c'est une version provisoire du programme de travail il y a à peu près 3 ou 4 versions de programme de travail parce ils sont élaborés en collaboration avec la Commission et puis les différents ministères des 27 États membres. Donc c'est un travail collaboratif, ça met plusieurs mois à être élaboré et donc il y a des différentes versions des programmes de travail en version draft qui Et, circulent et avant la quelque part, publication. les plus rompus à l'exercice, j'ai envie de dire, ont déjà leur consortium aujourd'hui. Alors pas forcément enfin, leur contenu exact de projet, mais en tout cas, les consortiums sont déjà plus ou moins, pour certains, finalisés. C'est ça, oui, tout à fait. J'ai même entendu que sur certains topics, les consortiums sont déjà fermés, ce qui permet, enfin, on est dans une situation paradoxale, les topics ne sont pas publiés, mais les consortiums sont déjà fermés. Donc, au cas, ça souligne bien l'idée de se préparer à l'avance, de trouver les informations sur ces drafts-là disponibles. Et quelque part, vous, les pôles, effectivement, on est dans la boucle, donc on a les informations. Donc, même si on n'a pas le droit de publier l'intégralité du call, on peut au moins regarder s'il y a des topics qui correspondent à vos besoins pour qu'on puisse à la fois se préparer, vous préparer si vous voulez monter dans des consortiums, pour qu'on puisse repérer aussi des consortiums qui se montent, hein. Tout à fait. Alors justement, on parlait des consortia à l'instant. Ce que vous voyez ici sur cette slide, en fait, ce sont des données
extraites de la base de données qui s'appelle le Horizon Dashboard. Donc sur cette base de données, on peut accéder à un certain nombre d'informations et notamment voir avec quel pays on collabore le plus. Donc là, les données, en fait, on aurait pu le préciser, mais elles s'intéressent aux collaborations donc, sur sur les 5 régions confondues, pardon. Donc on voit que les 3 pays, en tout cas, avec lesquels on collabore le plus dans des consortia, ce sont l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Et puis, on peut faire aussi le même exercice avec un focus sur le cluster 6. Et on voit que le rang je change un peu, mais le trio de tête reste identique. Et si je ne me trompe pas, il me semble que sur ce dashboard, on peut descendre jusqu'à même les acteurs, le nom des acteurs qui participent, le nombre de fois où ils participent dans des consortiums, etc. Alors, quand ils sont validés. Tout à fait. Bon, il y a plusieurs types de données. Il y a des données sur les propositions aussi, mais là, ce sont des données qui sont du coup anonymisées. Donc, on va pouvoir avoir des informations géographiques, mais pas nominatives. En revanche, sur la partie projet, effectivement, on peut chercher vraiment tout un tas de choses. On peut chercher les projets par bénéficiaire, on peut chercher par projet quels sont les bénéficiaires. Enfin, voilà, ça permet de... Thématique aussi. Par mots-clés aussi. Vous voulez savoir qui a déjà participé à des appels à projets sur vos thématiques. Il y a moyen de faire des recherches pour aller identifier des partenaires potentiels dans d'autres pays européens. Donc, c'est un outil qui est très intéressant. Pour continuer sur la coopération internationale, donc il faut savoir que le principe dans Horizon Europe, c'est d'avoir un programme qui était complètement ouvert, donc, ce qui n'était pas le cas forcément sur les programmes précédents. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que l'Union européenne, en fait, est ouverte à la signature d'accords pour coopérer dans le cadre de ce programme. Donc, aujourd'hui, vous avez la liste là des pays associés à date du 20 décembre 2024, qui est la dernière mise à jour de la Commission. Donc, tous les pays ne sont pas associés de manière identique. Hein. Par principe, on est associé à tous les piliers du programme, mais il peut y avoir des exclusions. Donc, c'est le cas, par exemple, pour le Royaume-Uni, n'a pas accès, en l'occurrence, au Conseil européen de l'innovation, par exemple. Il y a un certain nombre de négociations qui sont en cours avec différents pays. Donc, la Corée du Sud et la Suisse, les négociations sont terminées. Donc, l'association de ces 2 pays devrait être annoncée courant 2025. Les négociations avec le Japon sont encore en cours et pour l'instant, dans les autres pays qui sont prêts à démarrer les négociations, on a l'Égypte et Singapour. Et les négociations avec le Maroc sont en pause, en revanche. Voilà. Est-ce que quand on parle de coopération internationale, ça veut dire que, par exemple, si je veux travailler avec un organisme du Canada, dans le cadre de l'appel à projet, quel va être l'impact sur le budget? Alors, il y a 2 choses différentes. Il faut savoir que quand un pays signe un accord de coopération sur Horizon Europe, il s'engage à financer en fait ces entités qui participent au programme. Donc, il n'y a pas de financement prélevé sur le budget de l'Union européenne pour financer des entités étrangères. Donc, ça leur donne le droit à accéder en fait au projet, à être partie prenante des consortia, mais sur les budgets en fait de leurs États, enfin des États d'où elles viennent, pardon. Merci. Donc, un petit focus sur le pilier 2 du programme Horizon Europe. Marie vous a présenté la structure globale. Là, c'est un petit focus sur le pilier 2. C'est à peu près 50% du budget du programme Horizon Europe. Et ça va financer essentiellement des projets collaboratifs sur différentes thématiques. Donc, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais on voulait quand même le mentionner parce que c'est presque la première porte d'entrée
pour un porteur de projet qui voudrait s'insérer dans ces projets européens. Marie mentionnait, c'est des consortiums avec au moins 3 partenaires. Dans les faits, on est plutôt autour de 10-15 partenaires. Ça peut être des assez gros consortiums, voilà, avec des projets qui couvrent toute l'échelle TRL. Est-ce que là, ça peut vouloir dire que sur le cluster 6, on avait 9 milliards. Là, comme on a la deuxième, le Work Programme, du coup, on est à peu près à 4 milliards sur le 26-27. Alors, 9 milliards, c'est sur la période de 7 ans, Oui. sur la période 2021-2027. Donc, c'est à peu près, du coup, si on 3. fait une division mathématique, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est à peu près un peu plus d'un milliard, entre 1 milliard et 1,5 milliard par an. Donc là, je ne sais pas pour le calcul de l'année 2025. Bon, ça peut varier d'une année à l'autre quand même. Il peut y avoir quelques baisses aussi de temps en temps. Oui, voilà, parce que les chiffres qui sont là, ce sont les chiffres initiaux du budget du programme. Ça ne prend pas en compte les prélèvements qu'il peut y avoir et qu'il y a déjà eu en cours de programmation pour financer d'autres priorités de la Commission hors du programme Horizon Europe. Mais en tout cas, ça permet d'illustrer le fait que les budgets les plus importants dans ce pilier 2 vont être sur la partie numérique, industrie, espace, la partie climat, énergie, mobilité et la partie alimentation bioéconomie qui est quand même assez bien dotée également. Donc sur les slides suivantes, vous avez les 2 clusters, donc ces 2 volets qui nous semblent les plus intéressants pour vous. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais vous avez la structure sur ces slides. Donc le volet qui s'appelle le cluster numéro 4, qui va être dédié aux aspects liés au numérique, à l'industrie, à l'espace. On y retrouve des appels pour le développement technologique, pour la numérisation des procédés de fabrication, pour des procédés de fabrication plus durables, pour vraiment la chaîne de valeur stratégique pour les industries. Et le cluster numéro 6, qui nous semble pertinent pour les adhérents d'Agri Sud-Ouest Innovation et de Valorial, qui va être sur des thématiques assez variées, mais regroupées dans le même cluster, donc alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture, environnement, économie circulaire, zone côtière, zone rurale. Tout ça, on va retrouver des appels thématiques dans ce cluster 6. Et ce cluster 6, les appels à projets en tout cas de ce cluster, vont mettre en œuvre les stratégies politiques de la Commission européenne sur l'alimentation, sur la biodiversité, sur l'économie circulaire, par exemple. Alors, un autre point de ce pilier 2, ce sont les missions. Donc les missions, elles sont au nombre de 5 et dans le règlement du programme prévoyait qu'il y ait 10% du budget qui leur soit consacré. L'objectif en tout cas principal de ces missions-là, c'était vraiment de faire le lien entre ce que finance la recherche et l'innovation au niveau de l'Union européenne et une visibilité en fait pour les citoyens sur des besoins en fait très concrets de financement en matière de recherche et d'innovation. Donc, comme je disais, elles sont au nombre de 5 et il y en a 2 qui nous paraissaient plus intéressantes à vous présenter aujourd'hui. Donc, la mission à l'adaptation au changement climatique. Donc, chacune des missions, et on vous laissera en prendre connaissance plus tard, mais a des objectifs fixés à 2030. Et pour que vous le sachiez, donc l'ensemble des régions françaises, ou en tout cas des régions là, qui nous concernent, sont signataires de cette mission. Et l'autre mission intéressante, c'est celle qui s'intéresse au sol sain, avec un objectif à 2030 d'avoir 75% de sol sain dans chaque État membre. Et donc, ces missions, elles font l'objet d'un programme de travail qui est à part, avec voilà, des appels à propositions, de la même manière que les clusters chaque année. Une autre spécificité à l'intérieur du programme Horizon Europe, ce sont les partenariats. La Commission a conscience qu'elle ne connaît pas tout, et donc pour certains sujets, elle va travailler en collaboration avec, au sein d'un partenariat, elle va travailler avec des académiques, des entreprises, des industriels.
Et donc, ce sont ces partenariats qui ont différentes formes, soit public-public, soit public-privé, et avec une gouvernance un peu particulière. Dans la mise en œuvre, c'est assez proche du reste du programme, donc avec des appels à projets publiés chaque année. La différence, ça va être vraiment dans la conception de ces appels et dans l'identification des besoins de recherche et d'innovation. Donc, on voulait mentionner quelques exemples de partenariats. Donc, en bleu clair, vous avez les partenariats public-public. Donc là, la Commission va travailler avec des agences publiques nationales ou régionales. Vous avez dans les petites bulles les partenaires français qui en font partie. Donc, par exemple, il y a un partenariat entre la Commission européenne, l'ANR, la région Pays de la Loire et d'autres acteurs européens sur l'agroécologie. Il y a un partenariat, pareil, entre la Commission, l'ANR, l'Office français de la biodiversité sur des actions en faveur de biodiversité. Et donc, ensemble, ils vont réfléchir aux priorités qu'ils veulent mettre en place et lancer des appels à projets. Vous avez aussi des partenariats publics-privés, donc entre la Commission et une association qui va représenter les intérêts du secteur. Donc là, c'est les partenariats que vous avez en jaune, en vert ou en marron. Donc, on fait un petit focus sur l'un d'entre eux qui est Excuse-moi, Antoine. Ouais, Ouais. excuse-moi, je reviens en arrière si tu veux bien sur la diapo précédente. Si je suis une entreprise, finalement, Alors, finalement, ces partenariats, ils sont intéressants parce qu'ils sont thématiques, donc ça réunit des experts des sujets concernés. Donc, c'est une communauté quelque part d'intérêt sur les sujets qui sont mentionnés. Moi, si je suis une entreprise, est-ce que je peux intégrer ces partenariats et qu'est-ce que je vais en retirer comme bénéfice, entre guillemets? Alors, il y a déjà en termes de financement, hein, ça reste des mécanismes pour financer des projets thématiques. Et des fois, l'avantage pour en tout cas les partenariats en bleu clair, ça va être que vos interlocuteurs vont être les agences nationales. Donc, c'est votre intermédiaire et des fois, c'est plus simple aussi pour commencer cette dimension européenne, c'est que vous tournez vers l'ANR ou vers le CNRS et ils vont vous aiguiller dans ce dispositif. Dans les partenariats, plutôt en haut de cette slide, les partenariats entre le public et le privé, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir contribuer à la réflexion sur l'élaboration des priorités des appels à projets et de pouvoir aussi créer son réseau pour éventuellement être appelé dans des consortiums. Donc, ouais. Je crois qu'il y a une question. Moi j'en avais Il y avait... Pardon, vas-y. Il y avait Simon aussi, Breton, qui avait levé la main. Est-ce que le micro marche? Je vais voir si je peux faire quelque chose pour toi, Simon. Je sais que tu es pas loin. Non. En attendant, je propose de donner la parole à Adrienne. Oui, alors, du coup, c'était juste pour quand justement ce sont des partenariats co-funded, les taux de financement qui vont être alloués aux entreprises, enfin aux participants en tout cas, seront différents selon les pays. On est bien. C'est ça. En fait, ça va dépendre des dispositifs nationaux ou du mécanisme que votre interlocuteur national pourra mettre en place. Tout à fait. Voilà. Alors que les autres, on est plutôt sur des bases communes. Des règles européennes, exactement. Ouais. Je sais que pour la France, du coup, c'est vrai que sur certains appels, on va être avec des taux beaucoup plus bas que ceux qu'on a annoncés un petit peu avant, autour de 70, 100%. Là, on est peut-être plus autour de 40. Oui, tout à fait. Tu as raison de le mentionner. Simon, tu dois pouvoir intervenir si tu le souhaites. Ouais, vous m'entendez? C'est bon, oui, on vous entend. Ouais, super. Merci pour la question, Nicolas. Du coup, je rebondis parce qu'effectivement, donc moi, je suis entrepreneur, je suis dans le monde numérique et agri-agro. En fait, la difficulté, et c'est pour ça que je me permettais de suivre la question, c'est que quand on est une entreprise, on a le sentiment que ces partenariats, en fait, ils sont fermés et on peut éventuellement y participer à titre bénévole, mais il y a peu de capacité à aller interagir, à aller proposer des évolutions ou des solutions complémentaires. Et donc, c'est un peu là-dessus que j'aurais aimé avoir votre vision, ou finalement, et rebondir sur la question de Nicolas, quand on est une entreprise et qu'on ne fait pas partie des partenaires initiaux,
j'ai envie de dire, la page est tournée, tant pis, rendez-vous à la prochaine itération. C'est d'ailleurs l'objet de ma présence ici à cette réunion. Ça, c'était ma première question et j'en profite tant que j'ai le micro. J'en ai un deuxième sujet, c'est que moi, je viens du secteur numérique, comme je l'ai dit. J'aimerais avoir un peu votre vision sur comment le numérique s'intègre dans ces visions qui sont très métiers, mais dans lequel, en 2025 et surtout sur les horizons 2025-2030, enfin, on se doute bien qu'il y a du numérique partout, mais pour autant, on voit assez peu d'acteurs numériques dans tous les projets que vous mentionnez ou de la mention de ce terme-là. Donc, il y a les deux questions. Merci par avance pour vos réponses. Merci pour ces questions. Effectivement, sur le partenariat, c'est un peu la limite de cet exercice, c'est-à-dire que la commission, comme je disais, va mettre en place une association qui va regrouper les intérêts du secteur. Cette association, elle fonctionne sur une base de cotisation. Donc, évidemment, ceux qui cotisent ont un gros pouvoir et aussi une longueur d'avance pour être éligibles à ces appels à projets. Et être en dehors de ces partenariats, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc, l'idée, c'est déjà de savoir que ça existe et de connaître le fonctionnement parce que, par exemple, si vous cotisez pas à l'association, ce qui peut évidemment tout à fait s'entendre, l'idée, c'est quand même d'aller se rapprocher de personnes ou d'organismes qui font partie du partenariat pour se donner le plus de chances possible. Il y a aussi une volonté de la commission d'essayer d'être le plus transparent possible et ça, c'est un exercice qui est en cours, j'ai envie de dire, parce que rien n'est parfait. Mais c'est quand même une critique qui est souvent faite à ce type de gestion en partenariat. La Commission en a conscience et essaye d'être le plus transparente possible et le plus ouverte possible, mais clairement, on partage le constat que ceux qui cotisent à l'association, qui sont vraiment dans le noyau dur des discussions, ont forcément plus de chances que les autres. Et comme tout réseau, c'est aussi une question d'implication, c'est-à-dire que même si on cotise, il faut s'impliquer dans les groupes de travail pour faire remonter ses idées et être le plus impliqué possible, le plus associé possible aux discussions. Mais ouais, vous les compléter. Ouais. Après, c'est difficile d'avoir une réponse complète, enfin uniforme parce que c'est un peu la problématique, c'est que les réalités, elles sont vraiment très différentes selon les partenariats, même les manières de fonctionner, la manière dont dont les appels sortent. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, et c'est ce qui est demandé par la Commission européenne, c'est que les appels qui sont publiés doivent être ouverts. Donc, Oui, voilà, donc, il y a en En tout théorie cas, pas de ce fermeture. que je retiens, et pour rebondir sur la question de Simon, c'est que finalement, dans ces partenariats, il y en a certains qui sont publics, donc finalement, ça ne concerne pas une entreprise. Enfin, il n'y a pas de place quelque part pour rentrer dans ces partenariats. Donc typiquement, on a, je pense, le partenariat sur l'agroécologie, où c'est l'ANR qui représente la France, et là, en tant qu'entreprise, voilà, il faut attendre les appels à projets qui vont sortir, mais sachant que si c'est l'ANR pour la France, on sait que les conditions de financement pour les entreprises ne sont pas très favorables. Donc là, logiquement, ce sont des projets de recherche qui vont plutôt concerner les académiques. Et à contrario, il y a des partenariats, ceux qui sont en jaune, où là, c'est des publics privés. Donc les entreprises peuvent adhérer quelque part au partenariat. Et donc en principe, il y a un petit... il y a enfin, il y a un fil d'adhésion. Circular Biobase Europe, sauf erreur de ma part, le premier niveau, c'est 2000 euros, je crois, pour être partenaire associé. Bon, là, la question qui se pose, du coup, Simon, c'est est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Et ce que disait finalement euh, Antoine, c'est si tu y vas, tu as intérêt à participer, effectivement, à être présent pour participer aux réunions. Et là, tu pourras quelque part contribuer à la définition des calls qui vont sortir. Mais ce qui représente un certain investissement en temps, et quelque part, la question que nous, on se pose en tant que pôle, Valorial comme Agri Sud-Ouest, c'est est-ce que ça vaut le coup que nous, on y soit présents pour vous représenter? C'est-à-dire qu'on peut y être. Tu me dis ça m'intéresse. Merci d'aller à Bruxelles ou d'aller avec les bureaux des régions pour représenter nos intérêts. Et à ce moment-là, on peut dire, bah voilà, je sais que telle entreprise, ils ont tel besoin. Et à ce moment-là, on pourra positionner vos sujets d'intérêt dans les calls à venir. Mais il faut qu'on ait suffisamment de manifestations d'intérêt, nous, de notre côté, pour qu'on puisse s'inscrire dans ces partenariats. Tout à fait. Et sur la deuxième question sur l'intégration du numérique, alors là, c'est effectivement plus diffus, parce qu'il n'y a pas. On a vu qu'il y a quelques appels collaboratifs dans le cluster 4 sur le numérique, et après, on va le retrouver un peu partout dans les différents programmes de travail.
Donc, c'est un peu compliqué de vous répondre comme ça, mais dans le cluster 6, on va trouver quelque chose sur sur quelques appels sur les technologies numériques. Voilà. Ouais. Après, on en parlera un peu plus tard, mais aujourd'hui, on a un programme sectoriel qui est dédié au numérique, qui est le programme pour l'Europe numérique, avec un certain nombre d'appels qui sont de nature très variée. C'est ça. Donc voilà, mais qui sont pour le coup moins thématiques, si ce n'est sur les espaces de données et ce genre de choses, mais qui sont plutôt sur des axes vus comme, enfin, pris comme structurants, en tout cas par la Commission, comme l'intelligence artificielle, le HPC, ce genre de choses, le quantique. Le calcul de haute performance. Et donc là, c'était juste une slide pour vous montrer cet exercice de partenariat. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur Circular Biobase Europe, vous avez d'un côté la Commission européenne et de l'autre cette association qui représente les intérêts du secteur. Et ensemble, ils vont co-gérer une enveloppe budgétaire, définir les priorités de recherche et d'innovation, lancer les appels à projets. Avec un infodé, je le mentionne, le 3 avril prochain. Donc un infodé, c'est une session d'information sur les appels 2025. Ceux-là sont déjà dans les tuyaux. Et donc sur le dernier point, enfin volet en tout cas d'Horizon Europe, et pour faire le lien entre le pilier 2 et le pilier 3, un petit focus sur le programme Eurostar, donc qui est un partenariat et qui est lui dédié au financement de recherche en fait et développement collaborative. On peut déposer des projets à partir de 2 partenaires venant de 2 pays différents dans le cadre du réseau Eureka. Donc ça correspond, enfin, c'est l'Union européenne, mais pas que, c'est un peu plus large que ça. Et pour déposer un projet, donc peuvent le faire les PME ou les ETI de moins de 2000 ETP ou universités, laboratoires. Et en ce qui concerne les entreprises, ça représente des financements entre 50 000 et 3 millions d'euros. Et ce partenariat est géré pour la France, enfin le dépôt des projets, en tout cas dans le cadre du partenariat, est géré pour la France par BPI France. Et je fais juste un petit point aussi sur une notion qui nous semblait intéressante d'aborder et qui est assez importante en termes d'accès aux appels à propositions pour les entreprises avec des procédures qui sont peut-être un peu plus aisées que les topics, par exemple, dans les clusters. C'est la notion de financement en cascade. Donc là, on vous a mis un lien vers une page du ministère de la Recherche qui explique ça de manière assez explicite. En fait, ce sont tout simplement des projets qui vont être sélectionnés dans le cadre d'Horizon principalement et qui vont eux-mêmes financer d'autres projets. Donc en général, on est sur des enveloppes de maximum 60 000 euros. Mais voilà, ce sont des mécanismes qui sont assez intéressants et vos pôles sont concernés puisque c'est assez régulier que les pôles soient des intermédiaires ciblés dans ce type, dans la mise en place de ce type d'appel. Donc pour ce dernier pilier sur l'Europe plus innovante, un focus sur le Conseil européen d'innovation. Donc, je ne vous présente pas l'échelle TRL. Donc, on voit ici le Pathfinder qui s'intéresse au premier niveau de l'échelle TRL, les appels transition qui en fait vont faire le lien. Alors, ils sont justement limités en termes d'éligibilité à des projets qui sont déjà financés soit par le Pathfinder, soit dans le cadre d'autres appels d'Horizon Europe, et l'accélérateur qui là s'intéresse plus particulièrement à la commercialisation. Donc, chacun, en fait, c'est vrai, pardon, pour le Pathfinder et pour l'accélérateur, il y a 2 formats, en fait, d'appel. Ce qu'on dit open, donc là, ça veut dire que ce sont tout type de sujets qui peuvent être
déposer, tout simplement. Et puis, des challenges. Alors, les challenges, ce sont des idées de topics assez spécifiques qui sont proposées par la Commission européenne. Et donc, ici, là, ce que vous voyez sur la slide, ce sont les challenges en 2025 qu'on a identifiés comme pouvant représenter un intérêt pour vous. Et pour information, il y a un webinaire qui est organisé, mais Nicolas vous en dira plus à la fin du webinaire sur l'EIC Accelerator. Hop. Pour terminer, parce que c'est une partie du programme qui est intéressante, sachez que l'Europe finance également, dans le cadre d'Horizon Europe, la mise en relation de ce qu'on appelle les écosystèmes régionaux d'innovation. Donc, via des programmes qui sont différents, à la fois les EIE qui sont dans Horizon Europe, et puis aussi un autre type d'appels que sont les I3 et sur lesquels on reviendra plus tard. Je vais peut-être... Oui, on l'a mentionné tout à l'heure, mais juste avoir en tête sur le calendrier qu'il y a à la fois le calendrier pour les appels 2025 et puis pour les appels 2026-2027 dans Horizon Europe qui vont avoir lieu cette année. Et en parallèle, les réflexions sur l'avenir du programme, donc ce qui va se passer après 2027. Donc on est un peu plus sur le long terme, mais c'est aussi des choses qu'on suit et sur lesquelles on informe vos référents Europe dans les pôles pour, encore une fois, essayer d'anticiper au maximum ce qui va se passer après. Bon, vous avez différents types de ressources qui existent au niveau national et aussi au niveau régional, donc soit via vos référents Europe dans les pôles de compétitivité avec qui on est en contact, évidemment, on peut apporter un accompagnement complémentaire et aussi mentionner les agences d'innovation et les chambres de commerce et d'industrie dans nos régions respectives qui sont pour la plupart membres d'un réseau qui s'appelle Europe Enterprise Network et qui vise à accompagner les entreprises. Donc, on est tous en contact et on peut se rebasculer une demande quand c'est plus pertinent, enfin en fonction de qui est plus pertinent pour les traiter. Et mentionner le travail en réseau, qui est très important au niveau européen, par exemple dans les partenariats, mais aussi des réseaux thématiques. Vos régions sont adhérentes de certaines d'entre elles, et donc ça peut être un moyen pour trouver des partenaires, trouver des consortiums. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à nous en informer. Et faire un petit mot sur les appels à manifestation d'intérêt que la Commission lance pour recruter des experts évaluateurs qui vont évaluer les projets Horizon. Alors évidemment, il y a des règles en termes de conflit d'intérêt, donc si vous déposez un projet une année, vous pouvez être expert évaluateur cette même année, mais sur des années où vous ne déposez pas, ça peut être une bonne expérience pour comprendre cette mécanique et mieux comprendre les attendus de la Commission européenne par rapport à ces appels à projets. On en vient au dernier volet de la présentation. On a un peu dépassé le temps, donc on va essayer d'être plus rapide sur la fin. Voilà, simplement vous dire rapidement, au-delà d'Horizon Europe, qui certes dispose du budget le plus important, il existe d'autres programmes sectoriels qui peuvent être intéressants. Donc, on mentionnait tout à l'heure le programme pour l'Europe numérique. InvestEU, ça c'est un objet un peu particulier en fait, qui est plutôt qui ne propose pas de subventions, mais plutôt des dispositifs en format instrument financier. Donc ça va être des garanties, des prêts, qui peuvent être via soit des intermédiaires sur les territoires ou via directement la Banque européenne d'investissement par exemple. Ici, vous avez une slide préparée par Adrienne qui vise à vous montrer un peu sur tout ce panorama qu'on vous a présenté, un peu où on se situe sur une échelle un peu de temps long en allant de la formation jusqu'au déploiement. En passant par le prototypage et tout ça. Donc, vous voyez qu'on
on a une répartition un peu d'échevauchement aussi parce que on n'est pas forcément sur les mêmes formats d'appel et les mêmes objectifs. Mais voilà, vous avez un résumé du panorama qu'on vous présente aujourd'hui. Et sur tout ça, évidemment, on est à votre discussion pour vous aider, pour à décrypter cet écosystème et à réfléchir avec vous sur le pilier, le programme qui est le plus pertinent pour l'action que vous voudriez mener. Donc voilà, ça peut paraître complexe, parallèle, mais voilà, c'est notre rôle, nous, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et de vous aiguiller au mieux sur les différents guichets. C'est tout intéressant. Ah bon? Pardon. Donc, on en parlait tout de suite. Donc, entre un peu un format hybride finalement entre les programmes sectoriels et les fonds structurels, on retrouve les programmes de coopération interrégionale. Donc, voilà, ils sont de différents types. Donc, Interreg Europe, là, comme son nom l'indique, couvre toute l'Europe. Donc, on peut faire des projets avec des partenaires de toute l'Europe. Et puis, on a d'autres Interreg donc, qui sont soit transfrontaliers, donc c'est le cas par exemple du POC-TFA entre la France et l'Espagne, ou des Interreg aussi sur des zones un peu plus larges, donc à la fois Interreg Sud-Ouest par exemple, il va s'intéresser à la France, l'Espagne et au Portugal. Voilà, il y en a un aussi sur la Méditerranée. Interreg Atlantique aussi, donc là on va s'intéresser à l'arc atlantique et avec des appels à propositions pareil de manière annuelle avec des autorités de gestion qui sont basées en fait dans les régions. Un autre programme similaire aux Interreg, mais qui ont une orientation beaucoup plus innovation et structuration des chaînes de valeur sur le programme I3. Là aussi, on peut retrouver certains financements en cascade, donc vos pôles sont assez mobilisés sur ce type d'appel. L'idée, c'est de faire travailler ensemble des écosystèmes d'innovation autour d'une chaîne de valeur dans différents endroits européens et d'inclure des partenaires de ce qu'on appelle la quadruple hélice, donc à la fois des entreprises, des startups, des académiques, des autorités publiques et les citoyens. Voilà, faire travailler tout le monde ensemble et donc ça, c'est aussi des nouveaux dispositifs interrégionaux ou inter-écosystèmes régionaux. J'en parlais tout de suite, donc le programme InvestEU, sachez simplement donc la partie la plus intéressante, donc il y a 2 volets qui peuvent être intéressants pour vous, donc le volet recherche innovation et numérique, et puis le volet PME. Donc là, le volet PME, lui, c'est plutôt le financement en fait. Via des intermédiaires financiers. Donc, il y a la quasi-totalité en fait des groupes bancaires français qui ont des accords en fait avec le groupe BEI et ça leur permet en fait de proposer à des taux qui sont plus intéressants, donc différents dispositifs, que ce soit comme je disais tout à l'heure du prêt, de la garantie ou de l'equity. Et pour terminer, juste pour information, parce que c'est intéressant, on peut, dans le cadre du programme InvestEU, aussi s'intéresser au portail sur lequel on peut mettre des projets en fait pour rechercher des investisseurs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait gratuit et qui peut être intéressant si on recherche des investisseurs étrangers. Et écoutez, nous arrivons à la fin de la présentation et peut-être Adrienne, Nicolas, on repasse la parole. Oui, alors je vais reprendre le partage d'écran. On a préparé quelque chose avec Adrienne en même temps. Attendez, on n'est pas tout à fait prêt. On y est presque. Je vous ai perdu, je ne sais plus où vous êtes. On est là. Voilà, c'est ça. Non, voilà, je pense qu'il y a un point qui est important. Alors, j'arrive pas à me mettre en plein écran par contre, mais je pense que vous voyez la diapo. Je peux la grossir un peu.
C'est de se dire finalement, bon, ça peut paraître un peu foisonnant, il y a beaucoup de choses, et effectivement, encore une fois, la question c'est moi je suis une entreprise, comment je fais, et finalement, par quel bout je le prends, hein. C'est un peu ça. Donc, en tout cas, je pense que le premier message, c'est de dire adressez-vous à des gens qui sont là-dedans. Donc, c'est Adrienne, c'est moi au niveau des pôles, et puis c'est les bureaux des régions à Bruxelles, voilà, pour vous aider voilà, à avoir de l'information ciblée. Après, par rapport à tous ces dispositifs de financement, bon, là, j'ai pas tout représenté avec Adrien, mais finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un projet individuel ou partenarial? Donc, vous voyez, là, j'ai représenté ça avec le nombre de partenaires et puis le budget. Donc, après, donc, le deuxième point, c'est l'importance du budget, finalement, par rapport à ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est un petit projet, entre guillemets? Est-ce qu'avec quelques dizaines de cas, on peut faire des choses? Ou est-ce qu'on vise quelque chose de plus important à plusieurs millions d'euros? Et on peut arriver jusqu'à 10 millions d'euros ou plus, hein, donc on l'a vu. Le niveau de maturité TRL me paraît assez pertinent aussi. Est-ce qu'on a affaire à un projet amont ou aval? Alors après, on pourrait ouvrir les discussions sur la partie business readiness level, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas, ça je pense que c'est une bonne clé de tri. Parce que vous voyez, dans les dispositifs, on a des choses qui sont très amont ou éventuellement très aval. Horizon Europe, hein, sur les RIA, sont quand même plutôt sur des TRL 3 à 4, on l'a vu. Et quand on est sur de l'IA, on est sur des TRL amont, pardon, aval, 6, 7 jusqu'à 8. L'IA ici, qui est important pour les entreprises individuelles, pour le coup, bah, on est sur des montants assez importants, puisqu'on peut demander jusqu'à 2,5 millions d'euros sur la partie R&D, et puis il y a 10 millions d'euros en equity. Euh, voilà, sur des niveaux TRL relativement avancés. Bon, le taux de financement aussi n'est pas anodin. On l'a vu sur Horizon Europe, on peut monter jusqu'à 100% sur des projets plutôt RIA pour le coup, 70% sur les projets IA. Donc c'est quand même assez intéressant, notamment pour les grands groupes, parce qu'on n'aura pas de conditionnalité sur les fonds propres et sur la taille des entreprises. Ce qui est en revanche le cas sur les dispositifs nationaux. Donc, si vous n'avez pas les fonds propres ou si vous n'êtes pas une PME, grosso modo, vous n'avez pas accès à grand-chose au niveau national. Par contre, au niveau européen, si vous êtes un grand groupe ou si vous n'avez pas de fonds propres pour aller avec, vous pouvez quand même postuler sur les appels à projets. Donc, ça, c'est pas négligeable. Euh, voilà, on a mentionné Eurostar. Moi, j'aime bien Eurostar, mais c'est vrai qu'il est assez peu attractif parce que aujourd'hui, c'est financé à 40% pour les PME. Donc, en général, les PME vont voir ailleurs. Mais néanmoins, c'est quand même un dispositif intéressant. Donc, je dirais pas que c'est ça, c'est l'alpha et l'oméga de la cartographie des dispositifs européens, mais en tout cas, ouais, il y a des clés de tri qui permettent d'y voir un peu clair. Et du coup, oui, et on n'a pas parlé des cascades funding, qui sont en général limitées à 60 k par PME, pour le coup. Donc, il est tout en bas, et généralement, c'est pour un partenaire. Mais c'est des dispositifs qui sont super intéressants parce que ça permet d'aller vite, de tester voilà, une idée d'innovation au travers d'un démonstrateur. On est en général sur des TR relativement élevés. Et donc, ça, nous, avec Adrienne, le pôle Valorial, on construit des projets qui nous permettent d'avoir du cascade funding. Et on vient de clôturer, nous, récemment, de notre côté, un appel à projet sur l'économie circulaire issu de Sésame, hein. Je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui ont postulé. Voilà. Adrienne, tu voulais sûrement peut-être compléter. Oui, non, je voulais ajouter que pour Horizon Europe, c'est vrai que pour les entreprises, alors évidemment, vous pouvez avoir un projet que vous voulez faire financer, mais aussi ça vous permet de, en montant dans un consortium, ne serait-ce que même de monter dans une proposition qui, pour déposer et voir si c'est sélectionné ou pas, ça vous permet d'élargir assez rapidement votre réseau au niveau européen et de faire connaître vos solutions aussi. Donc, j'ai envie de dire, monter dans un projet Horizon Europe, ça peut être ça peut être une vraie décision stratégique en termes d'avancement sur votre technologie, mais ça peut être aussi une façon de gagner en visibilité assez rapidement. Et en montant sur des actions qui peuvent être assez légères, ça vous permet d'un côté de, de- de rentrer dans le consortium et puis aussi de vous acclimater aux différents types de reporting et puis d'interactions qu'il peut y avoir avec tous ces partenaires. Puisqu'en général, comme tu le disais, Nicolas, il y a plus de 10, 20 partenaires dans un projet, donc c'est une autre façon de travailler. Merci Adrienne. Je reprends la main rapidement sur. Enfin, vous l'avez compris, hein, globalement,
vos pôles sont vos interlocuteurs préférés en lien avec les bureaux des régions à Bruxelles pour vous aider à flécher, pour vous aider à mieux vous positionner de façon efficace sur toutes ces opportunités européennes. On organise le 24 avril, dans le cadre de l'AFPC, l'Association des pôles de compétitivité, un webinaire spécialement sur l'EIC Accelerator. Ça aura lieu donc le 24 avril avec les PCN, donc les points de contact nationaux sur ce dispositif-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par cela. On a vu, il y a des gros montants qui sont disponibles, jusqu'à 2,5 millions en R&D, 10 millions en equity. Par contre, très sélectif, ça effectivement, ça c'est un point, peut-être un point de critère qu'on pourrait intégrer dans les règles de fléchage, parce qu'il y a certains dispositifs qui sont plus faciles que d'autres. Mais en tout cas, voilà, je vous invite à nous rejoindre le 24 avril sur ce webinaire. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, quelques informations à votre disposition. Donc, une rédaction d'article là justement le décryptage des outils financiers européens disponible chez nous à Gris Sud-Ouest. Et puis, on a également une veille sur les appels à projets qui est mise à disposition par Valorial. Voilà, on est arrivé au bout du webinaire en termes de timing, mais on peut prendre des questions si vous en avez, bien entendu, c'est l'occasion. On vous laisse la main, n'hésitez pas. Alors peut-être que votre micro n'est pas actif, mais je dois pouvoir vous l'activer si besoin. Donc, vous pouvez lever la main dans un premier temps. Je vois une question de Anne. Alors attends, est-ce que je peux t'activer ton micro? Oui, ça doit pouvoir fonctionner maintenant. Anne, on t'écoute. Anne Dubois, Earth Daily, Oui, télédétection. oui, merci Nicolas. En effet, alors c'est une question un peu personnelle, je suis désolée. Par rapport à l'EIC, j'ai toujours eu des réponses un peu floues sur notre éligibilité, à savoir que la société Earth Daily Agro est détenue à 100% par une société canadienne qui s'appelle Earth Daily Analytics. Et il m'est toujours très difficile de savoir si le fait que la société finalement était détenue à 100% par une entreprise hors Europe la rendait éligible ou pas à l'EIC Accélérateur. Et c'est très compliqué. Donc, je ne sais pas si vous pouvez vous m'aider autour de la table à savoir que, bien sûr, j'ai contacté les PCN qui m'ont donné une réponse négative. Côté EEN et pôle de compétitivité, c'était beaucoup plus ouvert. La dernière fois, j'ai regardé un webinaire dispensé par RT qui disait qu'on était éligible. Enfin, c'est compliqué. Là-dessus, si vous pouvez m'aider, ou pas aujourd'hui, mais rester en contact pour que j'ai quelque chose de serein, que si un jour on dépose à l'UIC, on soit serein. Alors, très honnêtement, comme ça, j'aurais tendance à dire que non. Mais c'est une question qui se vérifie, parce que je ne veux pas être catégorique. Et j'imagine que vous avez déjà regardé en détail les règles, enfin, voilà, s'il y a quelque chose dans le règlement et tout ça. En tout cas, c'est une question qu'on peut poser à nos contacts, mais normalement, j'aurais tendance à répondre que les PCN suivent les consignes de la Commission européenne. Donc, voilà. Mais bon, à vérifier. D'accord. À vérifier. Et est-ce que ça a changé avec l'accord d'association qui C'est s'est ça, signé moi, avec je suis le en train de Canada regarder. Ouais. l'an dernier? Donc c'est peut-être aussi pour ça que la réponse a changé, c'est que les négociations d'accord d'association avec le Canada, Ouais. comme Marie l'a présenté tout à l'heure, étaient en cours. Et ça a été finalisé fin 2024, je crois, ou enfin, assez récemment. Donc peut-être que ça évolue aussi en interne et donc ça mériterait de reposer la question, effectivement. Mais ouais, votre capital est détenu à 100% par des Canadiens. Oui. OK. Voilà. Bon, mais merci. Bon, sinon, on peut rester en contact par mail, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un fond aussi intéressant et si on peut le suivre, ce serait bien. Ouais, OK. Bon, merci. Questions, remarques? En tout cas, moi je pense qu'il y a une question qui se pose, c'est pour nous, c'est comment, alors, on a parlé d'Horizon Europe et
on est toujours en train de courir après les drafts. Bon, enfin, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut être en amont, positionner des sujets? Parce que j'ai l'impression que les drafts, quand on les voit passer, c'est déjà un peu trop. Enfin, la messe est plus ou moins dite. Alors, il y a des ajustements qui peuvent être faits, mais en général, c'est quand même plutôt à la marge. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que des topics soient mis dans les drafts? Alors, l'idée, c'est de poser encore plus en amont que les drafts. Bah, Voilà, c'est-à-dire que parce que quand vous... les topics qui sont dans les drafts sont quand même très précis. Donc, j'imagine que Alors, ça sort pas de nulle part. Il y a quelqu'un qui les a rédigés, il y a quelqu'un qui a dit, tiens, on pourrait mettre ça. complètement. Et du coup, c'est une opération de lobbying qu'on peut accompagner dans des délais encore plus longs. C'est-à-dire, par exemple, que si on fait un rétro-planning, il y aura des appels à projets de 2026 qui vont être publiés officiellement, disons, en janvier 2026. Les premières réflexions ont eu lieu en décembre 2024. Donc là, il y a déjà eu une réunion entre la Commission européenne et les 27 ministères de la recherche, accompagnés des fois d'autres ministères, pour faire une première liste de sujets qu'ils aimeraient porter. Et donc là, vous, en tant qu'organisme français, il ne faut pas hésiter à commencer à identifier vos besoins. Enfin, si vous voulez faire cette opération de lobbying, l'idée, c'est de drafter, de rédiger un premier paragraphe sur vos idées, idéalement en réfléchissant à cette dimension européenne, en disant, ben oui, ça nous semblerait important que sur ce sujet-là, scientifique ou lié à une innovation, il puisse y avoir un consortium européen sur ces sujets. Et ensuite, c'est une discussion qui va durer plusieurs mois avec le ministère. Il faut essayer de pousser le sujet auprès des ministères en disant, bah, nous, acteurs français, on aurait besoin qu'il y ait un appel à projet sur ce sujet, de suivre pendant les différentes versions d'élaboration des drafts que le sujet reste dans le draft, qu'il s'oriente vers une bonne direction. Donc voilà, c'est un travail de plus longue haleine, mais c'est des choses qui se font et certains organismes sont très doués pour faire ça, ont l'habitude, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Et il y a une autre voie aussi qui est tout simplement, en fait, enfin tout simplement, c'est pas si facile que ça, mais qui est de venir à Bruxelles en fait et de sensibiliser la Commission européenne à des sujets très précis. Donc, et là, comme le disait Antoine, effectivement, il faut se situer très en amont parce que c'est donner, enfin voilà, donner des éléments directement en fait. Aux unités de la Commission européenne qui suivent ces sujets-là. Donc voilà, ça peut se faire si on a des objectifs précis et des idées en fait, voilà, pour intéresser la Commission, c'est quelque chose qui se fait. Et on est à votre disposition pour organiser ces rendez-vous si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème. Céline, vous voulez réagir? Oui, je me permets juste. Ah, pardon, on va faire une action de ce type en juin autour des ingrédients alimentaires. Donc, si quelqu'un autour de la table est intéressé, sachez qu'on a une action de lobbying à venir. Donc, effectivement, on accompagne aussi les pôles en tant que pôle à garder ces liens avec la Commission. Donc, vous, en tant qu'adhérent, n'hésitez pas à faire connaître vos besoins aussi au pôle, évidemment. Céline, vas-y, excuse-moi. Oui, ce que je voulais dire, c'était encore un autre circuit pour pouvoir faire passer ces idées. C'est le réseau EU Cap Network qui, en fait, met en place des événements de networking, mais aussi de connaissances tout autour du projet Horizon Europe. Et on travaille en collaboration. Je travaille à la Chambre d'agriculture régionale Nouvelle-Aquitaine, mais je suis mise à disposition de EU Cap Network pour un gros mettant. Donc, je suis plutôt là pour la Chambre régionale Nouvelle-Aquitaine, mais bon, en même temps, je vais vous passer les tips and tricks. Donc, lorsqu'on fait des événements, on est en lien avec l'unité F2 de la DG Agri et un des principaux objectifs de chaque événement, c'est de faire remonter les recherches, les besoins en recherche. Et donc, du coup, après, on fait des rapports à chaque fin d'événement qu'on donne à la DG Agri qui sont étudiés et qui ressortent bien souvent dans les calls Horizon Europe. Donc, c'est important d'être en amont présent aux événements EU Cap Network pour faire passer ces idées aussi. C'est un autre biais, voilà, un autre moyen
de faire passer ces idées. Je vous mets dans le chat le lien vers le site internet. Oui, merci Yacine. Tu peux activer ta vidéo si tu le souhaites, hein. Je pense parce que Ah je vois oui, qu'il y parce a que j'étais toute bloquée. oui, voilà, Voilà. je vois aussi qu'il y a l'INRAE, Tatiana Hanks, qui est avec nous et je l'en remercie. Effectivement, travailler de concert avec l'INRAE aussi pour bien se positionner sur les sujets, enfin pousser les sujets qui paraissent importants et puis travailler avec vous pour monter des consortiums. Je vous libère votre caméra et votre micro si vous voulez intervenir, Tatiana. Vous êtes notre interlocutrice au niveau de la direction générale de l'INRAE, je crois. En tout cas pour les pôles, en tout cas les Valorial et Agri Sud-Ouest. Donc ce serait bien si on peut avoir un dialogue régulier avec vous, en tout cas pour faire part des intentions, et pousser effectivement des thématiques qui paraissent importantes pour la Commission européenne. C'est la notion de position paper qui nous est chère avec Valorial, de pouvoir dire à un instant donné, voilà ce qui se passe dans notre écosystème sur un certain nombre de sujets phares, en tout cas sur lesquels on est compétent. Dire voilà le besoin des entreprises, voilà les besoins de la recherche, voilà les verrous qu'il peut y avoir en termes réglementaires ou d'autres choses. Voilà, c'est l'idée des position papers qu'on voudrait pousser, c'est de dire voilà la situation à date aujourd'hui. Qui peut alimenter des besoins de financement sorte topique. Et on voudrait effectivement régulièrement dialoguer avec la Commission européenne sur la base de cette position paper. Voilà l'ambition que nous avons en tout cas. Oui, D'autres. merci. Pardon, je voulais juste dire. Non, allez-y. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, vraiment, c'était vraiment intéressant. Merci. Donc, oui, je représenterai. Et en ce moment. Caméra, si vous voulez. Ah. Voilà. et oui, c'est vraiment intéressant d'apprendre. On connaissait déjà beaucoup des instruments, mais c'est vrai qu'on est en train de nous renseigner un petit peu plus sur les autres opportunités. Donc, merci. Oui, vraiment. C'était juste ça. Affaire à suivre. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup à vous. Et affaire à suivre, en tout cas, voilà, pour ceux que ça intéresse, l'IIC Accelerator, le 24 avril. Et voilà, le mot de la fin pour toi, Adrienne ou... Non, tu fais ça très bien. Merci à vous tous. Très bien, merci à vous. Merci Marie et Antoine. À bientôt. Avec plaisir, merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.